rehausser le muscle et mettre les structures liquidiennes en hyposignal. La séquence T2, où à l'inverse les structures liquidiennes seront en hypersignal et la graisse également, d'où la nécessité d'une séquence T2 FATSAT qui va permettre d'éliminer le signal de la graisse et de ne garder que le signal liquidien. Cette IRM pelvienne, elle a une sensibilité de 100% au diagnostic de la tumeur rétrorectale et elle permet de la caractériser en termes de dimension, en termes de rapport avec les structures adjacentes, et j'insiste sur l'importance du rapport avec la troisième vertèbre sacrée qui va être nécessaire dans la discussion chirurgicale. L'IRM elle va permettre de distinguer le contingent solide, kystique et mixte, comme on peut le voir ici. Elle va permettre de nous décrire l'aspect uni ou multiloculaire qui va nous aider dans l'algorithme diagnostique. Et puis l'IRM elle est très utile pour distinguer un contenu hémorragique, mucineux ou graisseux. L'IRM, on en a également besoin pour la prédiction du caractère malin, avec une bonne spécificité et sensibilité. Et les signes que l'on retrouve sur l'IRM qui sont évocateurs d'une lésion maligne sont les suivants. La présence d'un contingent solide, des limites irrégulières, un rehaussement après injection, une localisation plutôt au-dessus de la troisième vertèbre sacrée, un envahissement de structures adjacentes, et puis une taille ou une croissance rapide. Avec cette IRM, on arrive à cet algorithme suivant que je vais un petit peu vous détailler. Donc, on a un aspect kystique sur l'IRM, c'est-à-dire hypo-T1 et hyper-T2. En fonction du caractère uni ou multiloculaire, on pourra évoquer différents sous-types de tumeurs rétrorectales, comme par exemple ici, cette tumeur rétrorectale qui était un kyste dermoïde, ou à l'inverse ici, cette lésion multiloculaire qui correspondait à un amartome kystique. Parfois, on va avoir un hypersignal T1 spontané sur l'IRM, et c'est là que la séquence FATSAT est nécessaire, car si le signal disparaît, c'est que la tumeur a une composante plutôt graisseuse, et on évoquera, comme ici, plutôt un tératome, alors que si le signal est conservé, on évoquera plutôt un contenu sanguin ou mucineux, avec ici cette image d'amartome kystique. Ça, c'était pour la partie kystique. Et sur la partie solide, grâce à l'IRM, eh bien là, on va surtout s'intéresser à l'atteinte osseuse, avec, en cas d'atteinte osseuse, des lésions comme le cordome. Et en l'absence d'atteinte osseuse, on va avoir d'autres types de lésions. Et je vous ai mis ici pour illustrer un schwannome dont le contenu est mixte. Et ici, ce nodule d'hématopoïèse extramédulaire qui est situé pile à cheval entre S2 et S3. Alors, parfois les patientes arrivent en consultation avec un scanner, parce que c'est l'examen de première intention face à des douleurs abdominales. Mais le scanner est moins bien que l'IRM, la sensibilité est moins bien. Le scanner permet tout de même l'extension locale avec le contact osseux et les organes de voisinage, et l'extension à distance si jamais on se retrouve avec une tumeur rétrorectale maligne. En revanche, le scanner est vraiment moins bon que l'IRM pour la discrimination bénin-malin. Nous avons également à disposition comme examen complémentaire l'échographie endorectale qui peut être couplée à une endoscopie, ce qui va permettre en plus de vérifier l'absence ou la présence d'une communication entre la lésion rétrorectale et la lumière digestive. Si bien que l'écho-endoscopie et l'écho-endorectale est très intéressante pour les lésions basses, avec une sensibilité de 100%. Elle va permettre d'apprécier en plus l'appareil sphinctérien, l'envahissement rectal, et donc elle est souvent pratiquée lorsqu'on a une suspicion de duplication rectale. Le dernier examen, c'est un examen qui fait un peu débat, la biopsie. La biopsie a des inconvénients. La biopsie expose à un risque infectieux, surtout si elle est faite par voie transanale. Elle expose à un risque de dissémination, d'autant plus si c'est une lésion maligne. Et en plus, elle peut parfois être non contributive, comme vous pouvez voir dans cette revue de la littérature, où quasiment la moitié des patients ayant eu la biopsie avaient un diagnostic incorrect. A l'inverse, la biopsie a l'avantage d'être le meilleur examen pour prédire le caractère malin, comme vous pouvez le voir dans cette étude américaine.
Et d'ailleurs, nous avions retrouvé la même chose en s'intéressant aux patients avec une tumeur rétrorectale maligne dans la cohorte multicentrique française, où vous voyez que la biopsie, dans cette corrélation biopsie, IRM et résultats anatomopathologiques, la biopsie était le meilleur examen pour prédire le caractère malin. Alors cette biopsie, rappelez-vous, risque infectieux, risque de dissémination, c'est donc pour cela qu'il faut absolument éviter les voies transvaginales ou transrectales. On ne fera pas de biopsie si la lésion est typique, qu'elle est kystique. On ne fera pas de biopsie si on ne change pas la stratégie chirurgicale. En revanche, on peut l'envisager si la tumeur est non résécable, suspecte, et à ce moment-là, ce sera une biopsie percutanée. Je vous propose ce tableau pour essayer de résumer les différents examens intéressants dans les tumeurs rétrorectales, avec l'IRM qui est le meilleur examen, qui va vous donner les caractéristiques de la tumeur et qui va vous aider dans la suspicion de malignité. Le scanner qui est moins bon mais qui permet de faire un bilan d'extension lorsqu'on a une tumeur maligne. L'écho-endoscopie qui est très bien pour les tumeurs basses et notamment lorsqu'on a une suspicion de duplication rectale. Et puis la biopsie pour le diagnostic de malignité. Lorsqu'on reprend l'expérience française, on voit bien que l'IRM était l'examen le plus souvent réalisé. Alors maintenant qu'on a le diagnostic de la tumeur rétrorectale, la question est celle du traitement et du traitement chirurgical. À ce jour, le traitement recommandé pour une tumeur rétrorectale est un traitement chirurgical à cause de risques évolutifs, le risque de dégénérescence et le risque de surinfection. Mais quels sont ces risques? Eh bien, le risque de dégénérescence, lorsqu'on reprend les principales séries disponibles dans la littérature, le risque de dégénérescence lorsqu'on a un amartome kystique, qui est la tumeur rétrorectale la plus fréquente, je vous le rappelle, vous voyez qu'il varie entre 3% et maximum 8%. Et la dégénérescence, lorsqu'on prend tous les types histologiques, peut atteindre 17%, mais c'est un chiffre qui me paraît un petit peu excessif. Alors, ce qui est important, c'est que si vous avez une patiente à votre consultation avec une tumeur rétrorectale, d'autant plus si cette tumeur rétrorectale ressemble fortement à un amartome kystique, la première chose à faire, c'est de rassurer la patiente, puisqu'elle risque d'être dans un état de stress comparable au patient qui consulte avec une TIPMP du pancréas et qui est persuadé qu'il a un adénocarcinome du pancréas. Eh bien, votre patiente avec l'amartome kystique n'a pas un adénocarcinome du rectum, et donc il faut d'abord la rassurer et prendre le temps de réfléchir au traitement. Le pronostic dans une tumeur rétrorectale, le pronostic est très bon. Sans surprise, les tumeurs rétrorectales malignes ont une survie sans récidive et une survie globale qui est significativement diminuée par rapport aux tumeurs bénignes, mais on reste avec un pronostic tout à fait acceptable. Ce pronostic, il dépend sans surprise du caractère malin, de la résection R0 et peut-être du sexe masculin. Et donc il existe des traitements néoadjuvants possibles dans certaines tumeurs rétrorectales que je ne détaillerai pas aujourd'hui puisque je n'en ai pas le temps. Alors, dans l'expérience française, on a regardé le risque de récidive et vous voyez que le risque de récidive était plus important lorsqu'on avait une tumeur rétrorectale maligne, 23%, alors qu'il était de 7% avec les tumeurs rétrorectales bénignes. Donc il y a un risque de récidive, en sachant que la majorité des lésions étaient bénignes, mais il faut aussi noter que après l'intervention, ou en tout cas pendant l'intervention, on avait un risque de complication de 6%, en post-opératoire, on avait des complications de l'ordre de 30%, et on avait des patients avec des douleurs chroniques de 17%. Ces différents points amènent à la question d'une éventuelle stratégie non opératoire dans des cas très sélectionnés. Cette question n'est pas uniquement française, elle a été aussi suggérée par cette étude britannique qui avait montré l'évolution des découvertes fortuites avec le temps et qui s'est également intéressée à l'évolution des stratégies opératoires avec le temps, avec, vous voyez, une diminution au fil du temps des traitements chirurgicaux pour les tumeurs rétrorectales, passant de 95% dans les années 90 à 67% dans les dernières années. D'ailleurs, il existe des données dans la littérature de séries de patients non opérés. Vous avez ici la même équipe qui a rapporté 36 patients non opérés avec à 25 mois aucun recours à la chirurgie. On a ici une série australienne qui rapporte des patients non opérés et qui n'ont même pas été suivis par imagerie.
je pense que c'est peut-être pas la solution. Alors je vous propose cet algorithme thérapeutique basé sur l'IRM pelvienne. Si le diagnostic est fortement évocateur d'amartome, que l'amartome est purement kystique, qu'il est de petite taille et qu'il est asymptomatique, on peut tout à fait discuter avec la patiente, le patient, mais souvent la patiente, une surveillance qui pourrait être basée uniquement sur du scanner. Si en revanche la lésion est certes de moins de 3 cm mais symptomatique ou qu'elle fait plus de 3 cm, on doit envisager, discuter une chirurgie. Si on a un amartome qui est plutôt hétérogène, il va falloir discuter une biopsie percutanée. Et là, si on se retrouve avec une lésion bénigne, on peut à nouveau discuter la surveillance, mais là je vous recommande plutôt une IRM qui aura de meilleures performances que le scanner. Sinon, la chirurgie est à proposer. Et puis dans les autres cas, biopsie, maligne, chirurgie et autres types histologiques, chirurgie. Pour simplifier tout cela, voici les indications chirurgicales à retenir. La suspicion d'un amartome symptomatique, la suspicion d'un amartome de plus de 3 cm, la suspicion d'un amartome dégénéré ou atypique et les autres types histologiques. Ceci m'amène donc à parler de chirurgie, ça tombe bien, c'est un congrès de chirurgie. Et donc nous avons plusieurs voies d'abord chirurgicales, la voie postérieure ou basse qui associe voie périnéale, crasque ou transanale, la voie d'abord antérieure ou abdominale qui associe laparotomie, célioscopie et chirurgie robotique, et puis la voie combinée. Je vais me concentrer uniquement sur voie périnéale, voie de crasque ou voie abdominale robotique. Alors la voie périnéale, elle peut être intéressante lorsqu'il y a une tumeur rétrorectale qui est basse, postérieure, mais qui va être plutôt latéralisée. Et donc c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec la patiente qui était gênée d'un point de vue esthétique. Et on peut tout à fait envisager la résection de cette tumeur rétrorectale par un abord latéro-rectal. C'est une chirurgie qui se fait en position de la taille. Il y a un risque d'effraction rectale qui est majeur, donc il faut prévenir la patiente. Il faut réaliser des lavements normacoles en préopératoire pour éviter une contamination du site opératoire. Et la dissection va se faire avec des touchés recto-péropératoires itératifs. Vous avez le résultat esthétique à long terme et les dimensions de cette tumeur kystique bénigne de 15 cm. La voie d'abord postérieure basse la plus connue, c'est la voie de Krask, qui a été décrite initialement pour des tumeurs rectales basses qui étaient donc réséquées sans ouvrir l'abdomen, en passant par voie postérieure, et donc c'était ce qu'on appelle aussi la voie transsacro-coccygène. Cette voie de Krask, elle nécessite cette fois-ci de changer la position opératoire et donc de se mettre en position front jackknife, qui est donc en fait l'image de ce canif entrouvert qui représente bien la position en décubitus ventral avec la table cassée, le billot pour rehausser le bassin, des élastos pour écarter un petit peu les fesses. Cette voie de Krask a les mêmes risques que la voie périnéale que je vous ai présentée, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'effraction rectale qui est non négligeable, donc il faut prévenir la patiente, faire les lavements pour éviter la contamination et les touchés recto-péropératoires qui risquent d'être nombreux. Alors nous avons eu l'occasion avec Mathilde Aubert de décrire la technique dans le journal de chirurgie, que je vous rapporte ici brièvement. L'incision dans la voie de Krask, elle va être plutôt latérale. On évite de faire une incision au milieu à cause de la tension au niveau de la cicatrice en fin d'intervention. Donc c'est une incision qui est latéralisée. Le côté est fonction du côté prédominant de la tumeur rétrorectale. On va inciser à 2 cm de l'anus pour préserver le sphincter externe à ce niveau-là. On repère bien évidemment le coccyx et puis la longueur de l'incision va être fonction de la hauteur de la tumeur. On peut parfois faire une incision qui va être perpendiculaire, donc une incision transverse, notamment pour les tumeurs qui sont très basses, et cela va faciliter en fait l'accès au niveau du coccyx et la résection du coccyx avec notamment une pince bouche. Si on reste sur l'incision latéralisée, eh bien on va rencontrer notamment le ligament ano-coccygien qu'il faudra sectionner pour faciliter la mobilisation du coccyx. On va ensuite inciser
le faisceau iliococcygien, qui est un des 3 faisceaux du muscle releveur de l'anus, et on va ainsi arriver dans la zone rétrorectale où se situera la tumeur rétrorectale. La suite de l'intervention peut se poursuivre par une résection des tumeurs, des vertèbres sacrées S4 ou S5, sans prendre de risque nerveux à ce niveau-là. Je vous suggère de vous rapprocher de vos collègues orthopédistes si vous êtes amené à faire une résection sacrée, notamment s'il y a des problèmes de stabilité après la résection. En tout cas, faites extrêmement attention à l'artère sacrée moyenne qui chemine en avant du sacrum et qui est une source d'hémorragie difficilement contrôlable si vous n'avez pas fait attention à cette artère. Une fois l'abord fait, la résection de la tumeur se fait donc, comme vous pouvez le voir, sous contrôle de toucher recto. Il faut éviter absolument de perforer la tumeur. Donc si jamais elle est volumineuse, il vaut mieux la vidanger et refermer l'orifice de vidange. Si vous avez un doute sur une effraction rectale, vous pouvez faire un test au bleu par exemple. Et puis l'intervention se termine avec un drainage le plus souvent. Donc ça, c'était pour les tumeurs postérieures basses. Si à l'inverse, vous avez une tumeur qui est plutôt haute, comme par exemple ici, cette tumeur dont la composante est mixte, à la fois solide et liquide, eh bien on peut à ce moment-là proposer une voie abdominale, une voie robotique, avec l'alignement des trocars sur le nombril, de main gauche ou de main droite, peu importe, ça dépend de vos habitudes. Une installation plutôt en train d'élimbourg pour avoir accès au pelvis. L'identification des structures nobles ou à risque, comme les pédicules vasculaires, l'urtère, et puis ensuite une dissection au niveau de la tumeur, une dissection qui va permettre de pédiculiser la tumeur. Faites attention aux nerfs, ne perforez pas la tumeur, et puis une fin d'intervention où en général on va laisser ouvert la zone de résection de la tumeur puisque le péritone fera ensuite la réabsorption. Et à l'arrivée, c'était le cas d'un schwannome bénin de 2 cm. Donc, pour résumer tout cela, voie d'abord postérieure ou basse périnéale crasque, ou voie d'abord antérieure abdominale avec la voie robotique, et puis les voies combinées qui peuvent associer les deux. Comment choisir la meilleure chirurgie? Je vous suggère de choisir une voie postérieure basse lorsque la tumeur rétrorectale est sous S3, et donc une voie périnéale si la tumeur est plutôt latéralisée, une voie de crasque lorsque la tumeur est plutôt postérieure. Et lorsque les lésions sont au-dessus de S3, c'est la voie abdominale qui est préférentielle. Et puis si vous avez une tumeur qui est à cheval sur S3, c'est dans ce cas-là qu'on peut proposer une voie d'abord combinée, ou lorsqu'on a une tumeur qui a une atteinte sacrée ou une atteinte des organes pelviens, on peut aussi proposer une voie d'abord combinée. Dans les autres pays, comme la série britannique que je vous ai déjà présentée, on voit qu'avec le temps, la voie d'abord périnéale, donc a priori crasque, diminue au profit de la voie abdominale avec notamment l'essor de la célioscopie. Dans notre expérience française, on avait quand même en majorité une voie d'abord postérieure, 70%, qui était essentiellement représentée par la voie de crasque, et la voie abdominale qui était essentiellement représentée par une voie célioscopique. Alors nous avons voulu comparer ces deux voies majoritaires, la voie de crasque et la voie abdominale célioscopique, mais en fait on s'est aperçu que ce n'étaient pas du tout les mêmes tumeurs rétrorectales. Pour la voie abdominale, c'était des tumeurs rétrorectales plus volumineuses, qui du coup nécessitaient plus de conversion, qui étaient associées à plus d'iléus et plus de fistules rectales, tandis que pour la voie de crasque, on avait affaire à des lésions qui étaient plus petites, ce qui fait que la chirurgie était plus rapide, mais il y avait plus d'abcès de paroi. On a quand même poursuivi cette comparaison entre les deux voies d'abord en termes de récidives, et vous voyez que si les récidives sont un petit peu plus fréquentes dans la voie abdominale célioscopique, la différence n'est pas significative. En revanche, les séquelles fonctionnelles à plus de 6 mois étaient plus importantes pour la voie abdominale en termes de troubles urinaires ou dyschésiques. Alors peut-être que ces mauvais résultats fonctionnels après la voie abdominale vont se gommer à l'avenir avec l'essor de la voie robotique.
Sur la base de l'expérience française, c'est impossible d'y répondre puisqu'il n'y avait seulement que 2 patients opérés par voie robotique, mais j'ai bon espoir que la voie robotique améliore les résultats fonctionnels lors d'une chirurgie de tumeur rétrorectale par voie abdominale. Donc, pour synthétiser un petit peu toute cette leçon sur les tumeurs rétrorectales, je vous propose cette diapositive et je vous rappelle qu'il s'agit de tumeurs rares dont l'incidence est inférieure à 1%. Le diagnostic est plus souvent fortuit et ce sont des tumeurs qui concernent le plus souvent les femmes. Le diagnostic repose sur l'IRM qui permet le diagnostic positif et qui permet la distinction entre tumeurs bénignes et malignes, mais si jamais le doute persiste, la biopsie peut être proposée pour cette suspicion de malignité. Le traitement chirurgical reste recommandé à cause du risque de dégénérescence qui va être autour de 8%, mais rappelez-vous que la récidive n'est pas négligeable, 7% pour les tumeurs bénignes, 23% pour les tumeurs malignes. Lorsqu'on parle de chirurgie, eh bien, on se met comme limite la 3e vertèbre sacrée avec une voie d'abord plutôt abdominale et donc idéalement robotique lorsque la lésion est au-dessus de la 3e vertèbre sacrée et une voie d'abord périnéale comme la voie de Krask lorsque la tumeur est située en dessous de la 3e vertèbre sacrée. Il y a la question de la stratégie non opératoire qui se pose dans des cas sélectionnés. Et cette question nécessite une ouverture en France, mais une ouverture aussi dans le monde. Et donc l'objectif des prochaines années, c'est de travailler à cette stratégie non opératoire en réalisant un registre des patients surveillés, ce qui ne va pas être très facile, mais ça va nous permettre d'avoir une idée à long terme de l'évolution de ces patients, de proposer un programme de surveillance bien organisé des tumeurs rétrorectales non opérées. Et pour cela, je pense que se rapprocher à la fois de l'équipe britannique et de l'équipe américaine qui a énormément travaillé sur le sujet sera extrêmement bénéfique. Et puis je terminerai en remerciant et félicitant Mathilde Aubert, avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours, mais avec qui surtout j'ai énormément travaillé sur la question des tumeurs rétrorectales, ce qui a même permis de présenter cette série lors du congrès de l'ESA en 2021. Je vous remercie de votre attention.